Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Claudia Dimiussier, je suis consultante formatrice. J'accompagne des associations sur des questions de stratégie, de financement, de gouvernance. Mais j'ai aussi une casquette en tant qu'ambassadrice bénévole anti-Guyane pour la Fondation de France, premier organisme de philanthropie en France, et aussi un poste de trésorière bénévole d'un club de cyclisme et confrontée du coup comme vous à cette recherche de financement, de partenaires financiers pour les projets de l'association. Alors, on a une petite heure ensemble pendant laquelle on va voir, alors certes, la Fondation de France, les fondations locales, mais aussi globalement, ce que c'est une fondation, quels sont les enjeux des associations de se rapprocher de ce type de partenaires pour la mise en place de leurs actions, où on peut trouver les fondations qui pourraient être intéressées par les projets de vos associations, quand on les contacte, comment on les contacte. Voilà, donc ce sera le déroulé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fur et à mesure. Voilà. Et puis s'il reste du temps à la fin, on pourra faire un petit temps de questions-réponses. Alors, euh, parmi les nombreuses pistes de financement auxquelles les associations peuvent prétendre, il y a celles que sont les fondations, fondations d'entreprise ou fondations reconnues d'utilité publique. Il y a aussi d'autres formes comme le fonds de dotation, on verra ça tout à l'heure, euh, dans un contexte où les financements publics, les subventions notamment, sont amenés à diminuer, soit les montants globaux, soit parce que le nombre d'acteurs ou de projets à financer étant en augmentation, du coup, ça limite la part que l'on peut accorder à chacun des associations, à chacune des associations, pardon. Alors qu'en face de cela, il y a des organismes qui financent des projets d'intérêt général que sont les fondations et fonds de dotation qui représentent environ 100 000 acteurs en activité en France et qui attribuent, en tout cas pour les chiffres 2022, ils ont attribué 11,9 milliards d'euros dans différents types de projets. Alors, ces, euh, ces fondations, euh, il y a 8 types de fondations. Celles sur lesquelles on va être plus concerné dans le temps qui nous est imparti vont être les fondations reconnues d'utilité publique, comme la Fondation de France dont je fais partie et dont je ferai une présentation tout à l'heure. Les fondations reconnues d'utilité publique peuvent être aussi des fondations abritantes et regrouper en leur sein d'autres fondations qui sont, elles, des fondations abritées. Euh, une entreprise peut décider, elle aussi, d'avoir une fondation d'entreprise pour financer des projets sur des causes ou des territoires qu'elle aura définis au préalable. Donc voilà, les fondations d'entreprise. Et puis les fonds de dotation qui sont un peu moins exigeants en matière d'apport financier ou de durée d'activité et qui peuvent être saisis par différents types d'acteurs, y compris les associations elles-mêmes. Voilà. Donc, le support qui est présenté vous sera envoyé par la suite au format PDF. Et quand il y a le petit pictogramme là, d'alimentation électrique avec source, en général, le document est cliquable. Donc, pour avoir des informations sur un peu cet état des lieux des fonds de dotation et des fondations en France pour 2021-2022, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'image. Si vous voulez en savoir plus sur les fondations reconnues d'utilité publique, fondations d'entreprise, fondations abritées, fonds de dotation, etc., je vous ai mis le lien vers la page très bien faite du Centre français des fondations, des fonds et des fondations. Voilà, pareil, vous n'aurez qu'à cliquer soit sur l'image, soit sur le petit plus pour pouvoir avoir des informations plus détaillées. Alors, tout en sachant que les fondations hospitalières, universitaires, de coopération scientifique vont concerner des types d'établissements bien spécifiques. Voilà. Alors, comment ces fondations et fonds de dotation interviennent? Eh ben, ils ont différentes modalités d'intervention. Donc, ils peuvent mener en direct les actions. Donc, ils collectent des fonds pour des actions qu'ils vont mettre en place par eux-mêmes. Par exemple, on peut prendre la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil.
donc qui collecte des sous et puis qui fait fonctionner ces établissements, ces projets. Voilà, donc bon, c'est une fondation opérateur. Il y a des fondations qui ont pour mission de distribuer, donc elles vont collecter des fonds qui vont être reversés sur des projets, comme vous disiez, en fonction des critères déterminés par chaque fondation, chaque fonds de dotation, en fonction de qui sont ses fondateurs, quel est le territoire sur lequel elle intervient, les thématiques ou les publics cibles, etc. Voilà. Et puis, euh, elle peut aussi, enfin, les fondations et fonds de dotation peuvent aussi être collecteurs, c'est-à-dire au profit d'un seul bénéficiaire. Euh, alors, pour une association, ça peut être plus ou moins compliqué de créer une fondation vu les montants qui sont demandés au départ, mais peut-être qu'un fonds de dotation peut être un outil plus abordable. Alors, je vous ai mis une petite présentation du fonds de dotation et pareil, quand vous cliquerez sur le pictogramme alimentation, là, vous pourrez avoir accès à la page détaillée. Donc, euh, c'est un outil de financement qui peut être mobilisé sur des actions ponctuelles. J'ai travaillé dans une association en Île-de-France, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais l'idée c'était de créer un fonds de dotation avec d'autres associations avec lesquelles elles intervenaient en partenariat et aussi en complémentarité sur le public, sur l'accompagnement d'un public de rue, et pour faire financer globalement les projets qu'elles portaient ensemble. Donc, mutualiser leurs efforts de collecte de fonds, de communication, etc., pour créer ce fonds de dotation avec vocation de financer leur fonctionnement, de contribuer à la pérennisation des activités, des emplois qui étaient en cours et puis au démarrage de nouveaux projets. Voilà. Donc, ça nécessite de la réflexion, un peu beaucoup de travail, d'avoir fait une analyse de ses activités, d'avoir défini un projet associatif avec des objectifs à moyen et à long terme, parce que voilà, c'est un outil qui est quand même costaud à construire, mais ça reste quand même un outil à la disposition des acteurs associatifs et à plus forte raison s'ils se réunissent en collectif pour pouvoir porter des projets voilà, de façon plus grande, plus visible et aussi parfois prétendre à des financements plus importants de certains organismes qui, par exemple, n'accordent pas de petites subventions. Voilà, tout en sachant qu'un fonds de dotation ne peut pas recevoir des subventions publiques. Alors, jusque-là, ça va pour tout le monde. S'il n'y a pas de questions, je considère que ça va. Pour moi qui ne dis mot, consent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Alors, la Fondation de France. Donc, euh, j'ai travaillé essentiellement dans des associations en Île-de-France. Je suis née en Martinique, j'ai vécu un temps en Martinique, je suis partie en Île-de-France, j'ai fait des études, j'ai commencé à travailler dans le milieu associatif, j'ai monté des dossiers, projets européens, aller chercher des fondations, identifier des lignes de financement public cachées pour lesquelles il n'y avait pas nécessairement d'appel à projet. Voilà. Donc j'ai développé tout un tas de compétences dans ce domaine de recherche de financement et puis il y a 4 ans, j'ai décidé de revenir en Martinique parce que je n'avais jamais eu la vocation de rester, mais plutôt à un moment ou à un autre de revenir chez moi sans avoir posé de date butoir et puis sans non plus avoir d'idée sur ce que je ferais professionnellement, en me disant que voilà, c'est une envie vraiment forte de retourner et je m'adapterai. Voilà, comme j'ai fait quand je suis partie, je me suis adaptée, j'avais pas encore de réponse de la fac, mais je suis partie quand même. Et ben voilà, je reviens, j'ai de réponse de rien et voilà. Et puis je me suis intéressée au milieu associatif puisque c'est de là d'où je viens professionnellement et je me suis rapprochée de certaines associations. J'ai fait un peu de bénévolat, j'ai découvert voilà un peu qui étaient les financeurs, comment ils intervenaient, etc. Et puis, je me suis quand même dit qu'il y avait quelque chose sur l'accès aux financements nationaux auxquels les associations ne prétendaient pas nécessairement.
que ce sont des dispositifs qui sont ouverts, qui sont accessibles. Il n'y a rien qui dit que quand on est en Martinique, Guadeloupe, Guyane, on ne peut pas prétendre à l'appel à projet de telle ou telle fondation. Je regardais les rapports d'activité, tous les supports de communication là, de la Fondation de France, et je me disais, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup, il y en a même très peu, en vrai, j'en ai vu que deux, l'association martiniquaise qui avait bénéficié d'un financement, et je me suis dit quand même que c'était dommage. Donc, je les ai contactés et je leur ai demandé, euh, puisqu'ils avaient la possibilité de mobiliser des bénévoles, si je pouvais intégrer les rangs de bénévoles de la Fondation de France pour découvrir les opportunités de financement qui étaient accessibles aux acteurs martiniquais, pour voilà, améliorer la détection de projets. Et puis ils m'ont recontacté en me disant qu'il y avait une volonté de faire connaître davantage les activités de la Fondation de France sur les territoires ultramarins, et que ma demande était tout à fait à propos. Donc j'ai beaucoup échangé avec la directrice des programmes, avec certains chargés de programmes, etc. Et puis finalement, j'ai contractualisé, enfin, ouais, j'ai formalisé mon engagement en tant que bénévole ambassadrice de la Fondation de France il y a de cela maintenant un peu plus d'un an. Alors, sur la détection de projets, je découvre des projets, alors notamment quand ils font des candidatures aux appels à projets, et puis lors de mes rencontres, mais j'ai aussi essayé de rendre plus visibles certains appels à projets. On a fait 2 webinaires d'information cette année sur vieillir acteurs et citoyens de son territoire. C'était pour les actions seniors et intergénérationnelles. Et puis dernièrement, les réveillons la solidarité pour les fêtes, les événements de fêtes de fin d'année, pour les associations qui interviennent en direction des publics en situation de précarité et d'isolement. Euh, alors, je suis assez contente parce que du coup, de 5 associations qui avaient candidaté l'année dernière, j'ai revérifié mes chiffres, on est passé à 11 associations. Donc, j'ai bien fait mon travail d'information, et l'augmentation a été remarquée notamment par le comité en charge de l'instruction des projets. Il y avait effectivement plus d'autres projets. Alors j'espère, en attendant les appels à projets 2024, puisque la Fondation ne finance que sur appel à projet, voilà, qu'on pourra refaire des actions d'information sur les appels à projets de la Fondation pour les associations qui seraient intéressées. Je jette un coup d'œil à la discussion pour savoir si dedans, non, il n'y a pas de questions. Alors, Non, il y en a la pas, je Fondation de regarde en même France, temps. à main levée, qui connaît? Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous connaissez la Fondation de France, si vous avez déjà, euh, même sans candidater, hein, entendu parler de cette fondation? Alors, une main levée, oui. Non, une seule. Non, une, deux. Deux. Alors, la Fondation de France, donc c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a de cela 44 ans, qui regroupe en tout cas dans ses instances dirigeantes des chefs d'entreprise, des présidents, directeurs généraux de grandes entreprises. Voilà. Et donc, cette fondation intervient en collectant auprès de donateurs particuliers ou entreprises. Euh, elle travaille aussi sur des questions de, comme elle est reconnue d'utilité publique et nécessairement d'intérêt général, elle a la possibilité d'aller vers des actes qui font appel à l'intervention de notaires pour des legs, des donations, voilà. Donc elle a tout un appareil juridique et fiscal qui lui permet de collecter de gros montants qui sont euh, reversés à des projets d'intérêt général, qui ne sont pas toujours nécessairement portés par des associations, ça peut être par des établissements d'enseignement, ça peut être par des unités de recherche dans les hôpitaux, etc. Mais voilà. Donc 277 millions d'euros alloués à 12 168 projets en 2022. Donc,
Ils interviennent sur tous les champs de l'intérêt général, donc ils sont écrits là, environnement, éducation, santé, culture, euh, solidarité internationale, etc., avec près de 1000 fondations abritées, alors qui n'ont pas toute vocation à intervenir sur le champ national. Il y a des fondations qui vont intervenir sur un territoire particulier. Une fondation est créée par des acteurs économiques de Normandie, ils vont financer les projets de Normandie, par exemple. Il n'y a pas de, il n'y a pas de fondation territoriale ni sur la Martinique, ni sur la Guadeloupe, ni sur la Guyane. Euh, voilà. Mais ça existe dans d'autres régions. Alors, la Fondation de France, pour organiser à la fois les actions de collecte, puisqu'elle collecte de l'argent, ses actions de financement en direction des associations, et puis son activité de support à la fois pour les fondations qu'elle abrite et celles qu'elle accompagne dans la création, parce que la Fondation fait ça, ils accompagnent, ils sont sur tous les volets de la philanthropie. Comme je disais, si vous êtes un particulier, si vous êtes une entreprise, ils peuvent collecter l'argent pour que vous puissiez financer des projets d'intérêt général. Vous êtes une association, vous êtes à la recherche de financement, vous pouvez. Ils ont aussi des bourses pour les étudiants, en général enseignement supérieur, mais pas que. Donc, il y a aussi des programmes de financement pour des projets individuels. Voilà, les bourses. Il faut regarder, c'est soit en fonction du territoire, soit en fonction de la thématique du domaine d'études. Ils ont, donc, comme je vous disais, les actions avec les notaires où ils vont sensibiliser à la notion de donation, comme je disais, de legs. Ils accompagnent les entreprises ou les familles, les personnes individuelles ou les collectifs qui veulent créer des fondations et ils aident les fondations abritées à fonctionner, à sélectionner des projets, etc. D'ailleurs, à ce titre, l'an dernier, il y a un appel à projet d'une des fondations abritées. C'est la Fondation Crédit Mutuel Général, je sais pas quoi, Général, et où j'ai accompagné une association, mais là, pas sous ma casquette de bénévole, sur l'obtention d'un financement sur la préservation des milieux marins, et ils ont réussi à obtenir 57 000 euros pour 2 années. Donc, voilà, donc il faut aller, hein, vraiment. Il y a de l'argent pour financer des projets. Il y a une écoute attentive des projets qui viennent de nos territoires. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc, comme je disais, donc 977 fondations abritées, 650 000 donateurs sur les 4 dernières années, des entreprises partenaires, et puis je vous disais des fondations régionales qui gèrent au niveau des territoires, des bénévoles qui interviennent dans la gestion de la fondation, mais aussi, comme moi, un peu partout sur la détection de projets, l'instruction de dossiers de demande de financement, sur l'identification de partenariats pour collecter des fonds, comme je vous dis, parce qu'ils donnent, mais ils cherchent aussi à collecter. Voilà. Alors, l'appel à projet en cours, c'est sur les départs en vacances pour les enfants malades et ou porteurs de handicap, avec une clôture au 31 décembre. Voilà. Donc, comme le document est, que je vous enverrai, je vous ai dit, est cliquable, donc quand vous cliquerez sur dossier au format doc, alors vous pourrez accéder à la page qui reprend les critères d'éligibilité de l'appel à projet et le lien vers le formulaire de candidature. Généralement, les candidatures se font via une plateforme. Donc, les associations doivent créer un compte sur la plateforme, télécharger un certain nombre de documents, publication au JO, la composition des instances dirigeantes, des choses comme ça. Voilà, il y a des documents qui sont demandés. Et puis, dans le cadre des demandes de subvention, le budget prévisionnel, enfin, les pièces justificatives classiques. Donc voilà, donc en général, c'est en ligne. Et quand il y a un appel à projet qui fait appel à ce type à cette interface-là, comme pour les 2 dans l'année, là, eh ben, on fait appel j'ai réussi à mobiliser, donc certes, la chargée de mission qui porte le projet, l'appel à projet, donc pour qu'elle a bien représenté les différents critères, ce qui était attendu des associations, et puis aussi le service animation ressources pour qu'il puisse
vous montrer comment fonctionne l'interface, comment on valide une étape jusqu'à la validation totale du dossier. Voilà. Donc, pas d'appel à projet pour l'instant, mais de toute façon, voilà, quand ils paraîtront, enfin, les informations circuleront. Vous verrez certainement passer leurs appels à projet. Mais dans le document, je vais vous dire tout à l'heure comment on trouve les appels. Alors, au niveau local, il y a euh, la Fondation Orange, notamment, ils ont des délégués territoriaux pour identifier les projets sur chaque région, qui est particulièrement active, soit par le financement de projets sur le champ de la culture, ou alors sur les questions du numérique, digital, que ce soit sur des actions d'insertion, d'innovation, etc. Donc, par exemple, ils ont pu financer donc le festival Filao à Saint-Pierre sur le volet culture, l'association Coup de pouce sur les maisons digitales à Fort-de-France. Ils ont aussi des actions qui permettent de collecter des dons auprès de leurs clients en agence et l'ensemble des montants, des sommes collectées sont reversées à l'association qui est bénéficiaire. C'est une association par opération. Euh, la précédente association, là, c'était une association qui œuvrait sur le champ de la jeunesse. Voilà. Donc, pour avoir plus d'informations, ils font aussi du mécénat de compétences. C'est la mise à disposition de collaborateurs d'Orange dans les associations. Alors, en fonction des projets que l'association souhaite mener, en fonction des modalités de négociation du partenariat avec la Fondation Orange. Ça peut être sur des tâches support, je ne sais pas, ça pourrait être de la communication ou améliorer vos outils de gestion, comme ça pourrait aussi bien être pour participer à une action, je ne sais pas moi, une collecte ou une distribution de quelque chose, voilà, où on ferait appel à quelques collaborateurs pour renforcer les effectifs. Voilà, donc ils font aussi du mécénat de compétences. Pour contacter le délégué de la Fondation Orange, vous cliquerez sur le lien souligné qui vous enverra vers le formulaire où vous devrez sélectionner votre région et puis voilà, du coup votre délégué recevra votre demande d'information. Essayez d'être le plus précis possible. Pas étendu, hein, précis et concis et de bien mettre vos informations de contact. Voilà, les informations où vous êtes vraiment, vraiment joignable ou si vous avez raté l'appel, vous appelez tout de suite pas le numéro éventuel de l'association qu'on a l'habitude de mettre et puis on ne sait pas toujours s'il y a quelqu'un qui décroche ou pas. Celui qui fait la demande et qui met ses coordonnées est sûr de pouvoir d'être au contact. Il y a la fondation aussi Air France. Bien évidemment, alors pour le coup, on va être sur des actions qui pourront être considérées comme des actions de mécénat de proximité, qui peuvent, donc ils ont financé l'association 100 000 entrepreneurs. C'était pour une action de sensibilisation au métier du développement durable sur le territoire martiniquais, les opportunités. Voilà. Donc, il regarde en tout cas avec attention les projets portés par des associations martiniquaises. Et puis, euh, dans ma petite recherche, là, enfin dans mes petites recherches au fur et à mesure, puisque je regarde un peu ce qui se fait, j'ai vu le groupe Créo, alors qui je sais a participé à la Bourse Paille, donc qui a déjà cet axe euh, entreprise responsable et qui s'investit, qui a une fondation d'entreprise, donc avec un site. Pour ces liens-là, globalement, si vous cliquez sur le logo, vous arrivez sur le lien de la fondation, et sauf là où vous avez en plus le lien vers le formulaire de contact, donc contacter votre délégué Fondation Orange. Mais en cliquant sur le logo Créo, vous pourrez arriver sur la page de leur fondation d'entreprise avec l'email de contact pour faire des propositions de projets. Voilà. Donc eux, ils sont sur le champ de l'aide aux familles et soit ils financent des actions portées par des associations ou alors, comme dans le cadre du mécénat de compétences, ils impliquent leurs collaborateurs dans la mise en œuvre d'actions.
Pas de questions, toujours pas, ça va? C'est clair? Ok. Alors, où est-ce qu'on trouve les fondations et les fonds de dotation? Donc, je vous ai mis une petite compile de structures. Pareil, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez pouvoir arriver directement sur le site. Ce sont là les fondations abritantes. Fondation de France, Fondation Caritas, Fondation Agir contre l'exclusion, FACE, Fondation Entreprendre, la Fondation Notre-Dame, qui sont des fondations abritantes, abritantes qui regroupe donc des fondations abritées. Donc, pas autant que la Fondation de France, hein, mais en fonction de ces secteurs d'activité. Donc, ce serait bien, vous notez quels sont les différents projets que vous devez faire financer, s'il y a de l'insertion, de l'éducation, du sport, de la santé, et vous allez vous identifier les fondations qui pourraient potentiellement être intéressées par votre projet. Alors, ça nécessite quand même un certain temps, hein. Il faut aller les chercher, regarder ce qu'ils proposent. Est-ce que on est éligible sur notre territoire? Est-ce que c'est national ou est-ce que c'est une région particulière et du coup, est-ce qu'on en fait partie? Si vous cliquez sur le lien data.gouv.fr, vous arriverez à la base de données des fondations et des fonds de dotation déclarés en France. Donc, vous pouvez faire une recherche par secteur d'activité, une recherche par date de création, par mot-clé ou par territoire. Voilà. Donc, essayez de temps en temps la recherche par territoire pour voir ce qui existe. Voilà. Euh, il y a aussi l'annuaire des fondations et des fonds de dotation du Centre français des fonds de dotation. Il est payant, par contre. Excusez-moi, j'espère. C'est un abonnement d'un an, 69 € pour les associations. Donc voilà, donc la possibilité d'avoir ça comme ça. Sinon, il y a des sites, je remets encore la Fondation de France, qui vont regrouper des appels à projets. Ah, qui vont regrouper des appels à projets. Donc, sur la Fondation de France, le lien va vous emmener sur la page où il y a la liste des appels à projets Fondation de France et le lien vers la liste des appels à projets des fondations abritées par la Fondation. Il y a le site appelaprojet.org. Pareil, vous cliquerez sur l'image appel à projet, le premier en bas, là où trouver les appels à projets, qui regroupe, alors, il y a, comme il est situé dans la région nord de France hexagonale, il y a certains appels à projets qui vont concerner spécifiquement cette région, mais sinon, sur les appels à projets nationaux, où donc en général nos associations peuvent s'inscrire, ils regroupent l'ensemble des appels à projets nationaux. Il y a le site Fédération des acteurs de la solidarité, qui, lui, pareil, a une rubrique actualité qui reprend les différents appels à projets. Et puis, pareil, le site Amical, qui est le site pour les relations entre le monde de l'entreprise et les acteurs associatifs, que ce soit sur des questions de financement, d'apport de compétences, d'échange de pratiques, etc. Voilà. Excusez-moi. Donc, ils ont, pareil, sur leur rubrique actualité, un certain nombre d'appels à projets. En fonction, je vous disais, de vos secteurs d'activité, ce qui pourrait être intéressant, ce serait dans votre navigateur d'enregistrer en favori les adresses sur lesquelles vous trouvez les appels à projets qui vous concernent. Vous allez sur un site, une fois, deux fois, trois fois, chaque fois, il n'y a jamais tout à fait les choses de votre domaine, c'est pas la peine de le garder, vous l'enlevez. Par contre, vous en trouvez un autre, il est bien, vous avez trouvé des trucs assez régulièrement quand vous allez, vous l'ajoutez bien dans vos favoris. Il faut les mettre à jour régulièrement. Il y en a un qui fonctionne pas, on a allé une fois, deux fois, trois fois, il continue, ça fonctionne pas, 6 mois sont passés, bon, et on change, on l'enlève. Comme ça, du moins, quand on est dans son fichier favori, il est propre et ça nous permet de faire une veille plus efficace et de trouver les appels à projets
les appels à projets dont on a besoin. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect recherche d'appels à projets? Oui, non. Non, je continue. Pour info, pour les appels à projets d'acteurs publics, même si ce n'est pas l'objet de notre webinaire, il y a le site Aide et territoires qui permet d'identifier, pareil, toujours par territoire, par compétence, euh, les appels à projets euh, sur les territoires. Donc, du coup, pour lesquels on va être euh, en tant qu'association en Martinique éligible. Et ce qui est bien quand on va sur ce site, c'est qu'il est pensé pour de la veille. Donc, si on crée un compte et qu'on paramètre des alertes pour recevoir les emails sur les appels à projets d'acteurs publics sur le centre de l'insertion ou de l'éducation, et bien quand il y en aura qui vont sortir, vous allez automatiquement recevoir un, un email sur votre boîte. Vous allez aussi pouvoir euh, mettre certaines annonces certains appels à projets en favoris, voilà, pour pouvoir faire le suivi de vos candidatures. Voilà, donc aide et territoire. Euh, alors, pour candidater auprès de ces fondations et fonds de dotation, la première chose à faire, c'est de s'informer sur le partenaire. Voilà. Quel est leur territoire, quelles sont leurs valeurs. Parce que, par exemple, il y a une fondation Total, Total du pétrole. Mais la fondation Total finance des actions de préservation du littoral. Voilà. Donc, on peut aussi se poser la question des valeurs de la fondation et est-ce qu'on a envie de s'adosser à ce type de partenaire. C'est pas nécessairement un sou est un sou. L'association, c'est un projet collectif. Il y a des gens qui pourraient ne pas se reconnaître dans le choix du partenaire financier et, euh, et du coup témoigner leur désaccord euh, soit dans une des instances de l'association ou en décidant tout simplement de quitter cette association. Donc il faut qu'on s'informe sur le partenaire, donc quelle est la fondation de quelle entreprise, ils interviennent sur quel territoire, est-ce qu'on est bien dans le territoire sur lequel ils interviennent en finançant, en mettant à disposition des compétences, en mettant à disposition des locaux, en donnant du matériel, etc., pour que nous, on puisse bien, en tant qu'association, voir quels sont les types de besoins qu'on va pouvoir pourvoir. Je souhaite mettre en place un projet, je ne sais pas, moi, par exemple, des ateliers informatiques. Alors, j'ai besoin d'argent pour financer l'achat de matériel, pour payer mes intervenants, pour, je ne sais pas, moi, créer une plateforme en ligne pour que, justement, on est sur le digital, les stagiaires puissent avoir accès à l'ensemble des ressources, puissent travailler en autonomie, etc. J'aurais certes besoin de financement, mais comme je suis une association et que dans mon modèle socio-économique, je peux faire appel aux contributions volontaires, eh bien, je pourrais trouver une entreprise qui, dans le cadre du renouvellement régulier de son parc informatique, a des associations, des ordinateurs à donner. Et moi, du coup, ben, dans le budget de mon projet, ça n'est plus une dépense, mais ce sont des coûts évités puisque j'ai récupéré du matériel. Je pourrais aussi avoir prévu la location ponctuelle de salles parce qu'il y a des temps de regroupement entre les stagiaires. Je peux trouver un partenaire qui accepte de me mettre à disposition un local qui, grand bonheur, est accessible, connecté, voilà, et qui permet d'accueillir l'ensemble du public, pareil, sans que j'ai à débourser. Donc, il faut avoir une bonne visibilité sur vos besoins au départ, avant d'aller démarcher des fondations, et puis savoir comment ils interviennent. Si vous voyez que ce sont des fondations qui demandent que leurs collaborateurs soient associés au projet, eh bien, il faut le prendre en compte. Parce que pour la fondation, faire que c'est les collaborateurs de l'entreprise
soient impliqués, eh ben c'est parce que pour eux, ils ont des objectifs en termes de management. Alors, ils financent des associations, certes, euh, parce qu'ils ont des valeurs et ils ont envie de contribuer au développement ou à l'amélioration d'une cause quelconque, mais il y a aussi des hommes et des femmes au service de cette entreprise en tant que collaborateurs, et, euh, et eux aussi, ça leur fait un espace d'échange, de collaboration, de travail différent, où on va peut-être être amené à travailler avec son chef sur de la collecte de denrées alimentaires, je sais pas moi, ou de produits d'hygiène. Et là, on sera à l'horizontale, sous la coupe de la bénévole en charge de la coordination, et on va peut-être se redécouvrir. Donc, pour les entreprises, c'est important quand c'est écrit. Et quand on voit aussi dans leur façon de participer aux différents projets, de prendre en compte cette dimension implication. Donc, vous voyez qu'ils font ça, vous vous demandez comment est-ce que nous, on pourrait proposer des choses qui leur permettent d'impliquer leurs collaborateurs. Est-ce qu'on a une action particulière? Est-ce qu'on est en mesure de bien organiser ça pour que l'expérience soit agréable pour les 10 collaborateurs? Et puis, accessoirement, si l'expérience est agréable pour les 10 les collaborateurs, est-ce que nous, on n'a pas les moyens en tant qu'association de faire que l'expérience soit tellement agréable qu'ils aient envie de revenir et puis qu'on leur prenne un peu plus de temps et qu'ils finissent par devenir des bénévoles chez nous, ou alors de futurs donateurs, ou alors de futurs membres, ou alors des gens qui, par bouche à oreille, vont dire à quel point on est une association chouette et qu'on a des belles activités avec de belles personnes avec qui ils ont pu collaborer à l'occasion d'une ou deux journées dans le cadre d'un projet. Voilà, c'est aussi un espace de communication que ça ouvre à l'association. C'est pas juste une contrainte à prendre en compte. Voilà. Donc, une fois que vous avez pris connaissance de leurs modalités d'intervention, que vous vous demandez si, quand vous êtes dit, bon, on pourrait vraiment travailler avec eux, il faut aller analyser leurs critères d'éligibilité. C'est-à-dire que notamment s'il y a des appels à projets, de bien prendre quels sont les critères selon lesquels notre association pourra être éligible. Est-ce que c'est notre durée d'ancienneté? Est-ce que c'est la thématique sur laquelle on intervient? Est-ce que c'est les bénéficiaires de nos actions? Par exemple, des personnes en situation de handicap ou des jeunes en situation d'errance ou des femmes victimes de violences, peu importe, en fonction de ce que la fondation a décidé de financer. Est-ce que notre territoire va être important? C'est France hexagonale, France, quand c'est écrit France, voilà, ça veut dire qu'on est admis dans l'appel à projet. Euh, si c'est spécifiquement votre région, etc. Donc voilà, on vérifie si on remplit ces critères d'éligibilité. Si on ne les remplit pas, on n'y va pas. C'est pas la peine de perdre du temps à monter des dossiers. C'est agréable pour personne de monter des dossiers qui ne partent pas. Après, vous analysez bien les critères de sélection des projets. S'il y a une note de cadrage, un appel à projet, vous lisez bien, vous imprimez, vous prenez un surligneur, des post-it, vous regardez bien. Ils ont dit tel public ou alors un public en situation de difficulté. On a dit implication du public. Est-ce que nous, on est en mesure de décrire dans le projet qu'on implique les gens, qu'on va les chercher, qu'ils prennent des décisions avec nous, qu'ils mettent en œuvre avec nous dans le cadre du projet? Par exemple, sur le dernier appel à projet Réveillons la solidarité avec la Fondation de France, c'était ça. Il y avait le public, être sur des personnes en situation de précarité ou isolées, alors en situation de difficulté, que ce soit par rapport à l'emploi, que ce soit par rapport à la santé, que ce soit par rapport à l'accessibilité du territoire, enfin voilà, une difficulté voilà. C'était plutôt à l'association de justifier qu'est-ce qui rendait son public éligible et puis leurs modalités d'intervention. euh, Comment est-ce qu'ils interviennent? Est-ce qu'ils sont membres de l'association? Ou alors est-ce qu'ils ne sont que bénéficiaires? Ils participent au temps de fêtes de fin d'année, voilà, sans être vraiment acteurs. Il y en a qui ont fait des ateliers pour prévoir des décorations dans le quartier. Je pense notamment à l'association Belle Orchidée qui est présente. Voilà, donc c'est un projet qui a été retenu pour ça parce que il y a ce contact avec les habitants qui a été démontré
pas seulement sur les fêtes de fin d'année, mais tout au long de l'année, qu'ils prennent part à la définition des projets, à l'animation des actions, et qu'ils sont aussi voilà, que les habitants viennent, c'est intergénérationnel, voilà, donc ils ont réussi à le démontrer, et c'était ça les critères importants. Euh, il n'y avait pas de critères, par exemple, sur cet appel à projet en matière de taux de cofinancement. Voilà. La fondation était en capacité de, de prendre la totalité du budget. Il fallait que l'association explique en quoi elle a besoin de ce soutien, en quoi est-ce qu'il est important pour son projet. Mais voilà, c'était pas ces critères-là qui étaient importants. Il y a une enveloppe qui est attribuée à cet appel à projet, et puis ben, on fait un peu des calculs. Des fois, on peut avoir tout le montant qui a été demandé, des fois, on peut en avoir moins. C'est vraiment ça. C'est les publics en difficulté isolés et leur participation. Si l'association avait vraiment un projet qui prenait ça en compte, elle passait la préadmissibilité, les doigts dans le nez. Voilà. Donc après, on vérifie les modalités de candidature parce qu'on n'envoie pas le dossier qu'on a préparé, qu'on a déjà là. Voilà. Non, si c'est une télécandidature, eh ben, on fait selon les modalités de la télécandidature. On s'assure que l'application de télécandidature est compatible avec notre navigateur, qu'on a bien conservé les identifiants de connexion pour ne pas se retrouver la veille de l'appel à projet quand on veut valider son dossier à ne pas savoir comment se connecter. On fait des tests, on sauvegarde les différentes pages qu'on a saisies, les différentes rubriques qu'on a saisies au fur et à mesure pour ne pas dire j'avais tout écrit et puis finalement tout a disparu. On ne crée pas son compte la veille de l'appel à projet parce que vous ne savez pas s'il n'y a pas besoin d'une intervention humaine pour valider la création de votre compte. Auquel cas, ben, il ne serait pas validé dans le compte et vous ne pourriez pas faire la saisie de votre candidature. Donc, on crée son compte, allez, au moins 1-2 semaines avant si on a accès à l'information sur l'appel à projet pour vérifier quelles sont les différentes pièces qui sont demandées, quel est le format, quelle est la taille maximale parce que j'ai les statuts signés comme ils ont demandé, mais je n'ai pas la bonne taille. Donc du coup, j'essaie d'uploader la pièce, mais ça passe pas. Voilà. Donc c'est le genre de choses qui peuvent être bloquantes et particulièrement qui peuvent vous donner chaud à quelques minutes de la clôture de l'appel à projet. Et puis quand c'était les candidatures, ça pardonne pas. On peut pas déposer après les délais. Donc voilà. Donc, quel est le dossier? Si c'est un dossier format PDF ou je sais pas quoi, eh ben, on s'arrange pour récupérer le dossier. Si on a le choix et qu'on peut faire une présentation libre, alors même pour une fondation, je dirais qu'on peut s'appuyer sur le formulaire CERFA parce que c'est de demande de subvention, parce que c'est un formulaire qui est assez classique et qui décrit bien les différentes parties attendues dans la présentation d'un projet en vue d'une demande de financement. Donc, on peut s'appuyer voilà, sur la structure du formulaire CERFA. Voilà. Si on a la possibilité, on contacte le financeur, on cherche à savoir s'il n'a pas un webinaire de présentation, une foire aux questions, voilà, où on va bien regarder les différents éléments, être sûr qu'on a tout bien compris avant de pouvoir candidater. Mais on vérifie bien toutes ces étapes-là avant de se lancer tête baissée dans la rédaction d'un dossier de demande de candidature pour constater à la moitié de la saisie du dossier que finalement, ben, on n'est pas éligible et que ben, tout ce temps a été passé pour rien ou pas grand-chose. Et autre recommandation, si les candidatures se font en ligne, je vous recommande quand même de monter votre dossier dans un document traitement de texte, Word ou ce que vous voulez, Google Docs, pour que vous puissiez avoir accès en permanence, enfin en tout cas même après l'envoi de votre candidature à votre dossier de candidature, en tout cas aux éléments que vous aurez saisis. Parce qu'il y a des plateformes, quand le dossier est en cours d'instruction, on ne peut pas on peut pas accéder à son dossier. Donc du coup, certes, on a des belles phrases. C'était très bien écrit pour ce dossier. On aimait bien les récupérer en copier-coller, mais c'est pas possible. Ou alors, quand on va et qu'on copie dans le PDF que ça a généré, voilà, on peut pas parce que c'est protégé ou etc. Donc on travaille
dans un document Word et puis au fur et à mesure, on fait des copier-coller dans son dossier en ligne en sauvegardant bien. Voilà. Et puis le traitement de texte, le logiciel de traitement de texte, ça permet de s'assurer qu'on a des belles phrases, ça corrige bien l'orthographe, la grammaire, la conjugaison et on est sûr d'avoir un dossier rédigé de façon claire. Alors, donc, votre dossier de candidature, donc comme je vous ai dit, vous prenez bien en compte les critères de sélection. Vous vous assurez selon les différents critères de sélection que vous avez identifiés. Si on vous dit soucieux de l'implication, soucieux de développement durable, etc., eh ben, vous vous assurez que dans vos dossiers, dans votre dossier, vous avez bien des parties de vos argumentaires qui disent bien que vous vous êtes positionné par rapport aux critères qui ont été énoncés par le financeur. Voilà. J'ai un tableau sur ça qui permet de faire la mise en concordance entre les critères identifiés dans l'appel à projet et puis les arguments qui peuvent être avancés par les associations et puis les différentes preuves qu'elles peuvent fournir. Soit c'est dans le rapport d'activité, soit c'est dans les comptes rendus d'instances dirigeantes parce que voilà, c'est sur des points de fonctionnement, etc. Voilà, qui permettent de construire des argumentaires voilà, et de justifier et d'illustrer pardon, les différents arguments qu'on a choisis. Donc voilà, donc soit rédiger de solides argumentaires, notamment quand on fait la présentation de l'association dans le dossier, on ne fait pas une présentation standard. Si je fais une demande pour de l'environnement, que je fais de l'environnement, de la jeunesse, de l'éducation, je vais choisir quand même les activités qui sont plus représentatives par rapport à l'appel à projet auquel je candidate. Voilà, pour donner déjà des arguments pour ma candidature, pour justifier pourquoi moi, quelle est la légitimité de mon association à proposer un projet sur cet axe-là. Voilà. Comme je vous ai dit, on formule des phrases claires, on écrit dans son traitement de texte, orthographe, grammaire, conjugaison, voilà, sujet, verbe, complément, pas des mots très savants. On fait relire, si on peut, son dossier de demande de financement par quelqu'un qui n'y connaît pas nécessairement grand-chose pour savoir si ce qu'on a écrit est clair. Parce qu'au bout d'un moment, on peut manquer de recul et puis ne plus voir, quoi, lire un peu en diagonale et ça peut être bien de savoir si la personne qui va recevoir votre dossier, puisque vous l'avez écrit pour qu'il soit lu par quelqu'un d'autre, eh ben, est-ce qu'il est compris par quelqu'un d'autre que vous? Voilà, vous écrivez pour être lu. On joint toutes les pièces justificatives demandées, parce que quand c'est écrit en général, tout dossier incomplet ne sera pas examiné en général, c'est vrai. Surtout si vous avez plus de candidats que de financement à attribuer. La première chose par laquelle vous pouvez commencer, c'est faire un classement vertical de tous les dossiers qui ne rentrent pas dans les critères. Donc, on avait demandé un certain nombre de pièces justificatives. Elles ne sont pas là. Le dossier incomplet, je ne l'instruis pas. Voilà. Parce que si j'ai une équipe de 4 agents et que je dois inscrire, je ne sais pas moi, 250 dossiers et que je peux en éliminer 30 parce qu'ils ne sont pas complets, eh ben, voilà. Une subvention, un financement, c'est discrétionnaire. En général, on ne vous dit pas nécessairement pourquoi vous n'avez pas été reçu. Voilà. Et comme c'est écrit que les dossiers incomplets ne sont pas examinés, quelque part, c'est un peu vous qui avez cherché. Maîtriser la communication sur l'association. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est en instruction, eh bien, les gens vont chercher des informations sur l'association. Donc, je reçois un dossier, il y a un projet qui est présenté, une association, on m'a écrit des belles phrases, tout ça. Ben, je vais quand même aller questionner mon ami moteur de recherche pour lui demander si si vraiment cette association fait ça. Est-ce qu'elle a un Facebook? Est-ce que c'est à jour? Est-ce qu'elle a un site internet? Si les dernières actions ont l'air de remonter à 2018, alors qu'elle me dit qu'elle est trop dynamique, qu'elle a plein de jeunes et qu'elle fait plein de choses, qu'elle n'est présente nulle part et que je ne trouve pas trace de ses activités, bah, je me pose des questions. Donc, on peut être amené à, à aller chercher l'information sur les associations quand on a des doutes. Et comme je vous ai dit, en général, comme on a plus de dossiers que de financement,
quand on a des doutes, eh bien, on va choisir parmi les associations pour lesquelles on n'a pas de doute, puisque de toute façon, on en a suffisamment à financer. Voilà. Alors, euh, donc j'ai travaillé un peu pour vous en prévision de cet atelier. Je me suis dit, demain c'est la journée mondiale du bénévolat. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'intéressant? Eh bien, j'ai travaillé sur une petite fiche via l'outil Airtable euh, où j'ai identifié l'ensemble des appels à projets en cours euh, publiés par des fondations et pour lesquels les associations martiniquaises sont accessibles, enfin pour lesquelles les associations martiniquaises peuvent candidater, puisque ce sont des appels à projets nationaux et qui sont ouverts au moins jusqu'à mars 2024 et un peu plus tard pour quelques autres. Donc voilà, donc je vous mets le lien vers le formulaire, parce que comme je n'ai pas vos coordonnées, alors vous pouvez scanner le QR code. Est-ce que vous partagez le support? Oui, vous le voyez pas? Non, non, quand je dis partager, est-ce que vous allez nous transmettre le Oui, support de sorte que nous le puissions support, je vais le relayer aux transmettre participants aussi. et Je vais le participantes? transmettre aussi, il n'y a pas de souci. Super. Compte tenu qu'ils se sont inscrits, donc on a leur Ok, mail, super. à condition qu'ils aient mis la bonne adresse mail, ils vont pouvoir D'accord. réceptionner donc le support. Ok, très bien. Alors, c'est ma chance, excusez-moi, je me suis un peu perdue. Voilà. Eh bien, très bien, j'ai Vous tout mis avez dans le le lien temps. dans la discussion. Pensez à Voilà. récupérer. Vous avez le lien dans la discussion. Et puis, je suis disponible pour un petit temps de questions-réponses très bref, de 3 minutes, avant que vous ne rejoigniez pour ceux qui sont intéressés le prochain webinaire. Qui est sur quel thème, Sandra? Je sais Donc, plus. c'est la Grèce. C'est la crèche. Moi, j'irai aussi. Pas de questions. Bon, j'espère que tout a été clair. Et puis, bah, je ne manquerai pas, par les différents réseaux d'information accessibles aux associations, de vous faire savoir quand les appels à projets 2024 de la Fondation de France seront sortis, et puis à organiser des webinaires. Il y en a un aussi en réflexion enfin, qui devait être organisé aussi, et ce sera fait bientôt avec le DLA de Martinique. Voilà. Il n'y a Merci pas de pour cette questions? pertinence. Très bien. Merci Fabrice. Nous vous remercions tous et toutes d'avoir participé donc à ce webinaire et nous remercions donc Claudia pour cette présentation très riche et très intéressante. On espère vous voir nombreux sur les prochains appels à projets ou les appels d'offres donc des fondations. Et elle se fera une joie de vous accompagner, vous éclairer Vraiment. comment y répondre. Donc, Dans n'hésitez pas. le support, il y aura votre mail, votre adresse mail, vos coordonnées? Elle Non? pourra les rajouter. Oui, il me semble que c'est dedans. Je vais les rajouter si c'est pas, mais c'est dedans. D'accord. Ouais. D'accord. Merci bien. D'accord. Merci Maggie.